Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci Jacinthe, merci au comité organisateur. Et surtout, merci à Martin qui a fait mon introduction là, sur l'azote dans les sols. Fait que dans le fond, moi, je vais présenter plus, dans le fond, une étude de cas. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui est... Martin nous a présenté la théorie, puis moi, je vais aller au champ, puis je vais vous présenter un essai qui se déroule depuis 1990 à la ferme de recherche de Normandin, où est-ce qu'on regarde différentes pratiques culturelles. Donc, une mise en contexte par rapport au projet, il faut reculer quand même d'une couple de décennies, donc des années 90. Donc, on voyait une diminution des superficies des plantes fourragères en lien avec la diminution du nombre d'exploitations laitières. Évidemment, il y a un abandon des longues rotations avec les plantes fourragères pour introduire maintenant des cultures annuelles, même la monoculture. On passe aussi au niveau de la gestion des fumiers à la gestion liquide. Donc, on utilise plus le lisier comme source de nutriments. L'efficacité fertilisante peut atteindre 50 dans les premières années, même jusqu'à 70 par la suite. Martin nous a parlé quand même au niveau de l'efficacité de l'azote, en lien au niveau des lisiers, au niveau de l'azote ammoniacal, du mode d'épandage, des temps d'incorporation. Au Québec, le lisier, au lieu du fumier solide, donc un effet positif au niveau du carbone. Les effets positifs parfois neutres ou parfois même négatifs. Donc, on aurait peut-être favorisé une plus grande minéralisation avec des apports de carbone facilement assimilables. Donc, l'incorporation des plantes pérennes dans les cycles de rotation, donc accroissement de la capacité des sols à fournir de l'azote. Et également, il y a des effets non nutritionnels, donc le fait d'apporter différentes cultures dans la rotation. Évidemment, il y a un meilleur contrôle des mauvaises herbes, des maladies, des insectes, et les plantes prélèvent de façon différente là, les éléments nutritifs dans le sol. Oups. Donc, au niveau du travail du sol, évidemment, le labour, c'est la pratique utilisée pour avoir un meilleur contrôle des mauvaises herbes, incorporation des résidus et favoriser le drainage de surface. Mais évidemment, on peut augmenter ou favoriser l'érosion des sols et réduire la teneur en carbone en favorisant une plus grande minéralisation de la matière organique. Dans l'Est du Canada, les rendements en grains, généralement, sont comparables avec les pratiques conventionnelles après quelques années. Mais dans l'Ouest canadien, généralement, les pratiques réduites produisent de plus grands rendements, étant donné qu'on fait une meilleure gestion de l'humidité du sol, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans l'Est du Canada. Donc, l'objectif du projet est d'évaluer l'impact des rotations, des travaux de sol et de la fertilisation sur la productivité des cultures. Je vais présenter, je vais faire mon comptable. Martin tantôt nous a parlé de l'approche comptable. C'était moyen, mais des fois, ça donne des idées, des indices. Donc, on va regarder les prélèvements, puis on va faire des bilans approximatifs. Puis, on va regarder aussi au niveau du sol, au niveau du pH, du carbone, du phosphore, potassium. Puis, on ne parlera pas de nitrate, parce que comme on a vu un peu les nitrates, on peut y mesurer. Puis, ça va donner une drôle de photo qu'on ne saura pas trop quoi faire avec, tandis que les autres éléments, on a une meilleure estimation avec les méthodes d'analyse. Donc, l'essai a été établi en 1989 à la ferme de recherche de Normandin, sur une argile limoneuse de la série Labarre, sur un retour de luzerne. Donc, ici, quelques caractéristiques physico-chimiques initiales. Donc, le pH dans la couche de surface entre 5,6 et 5,9. Carbone entre 2,6 et 1,8 de la couche de surface. Donc, on voit que la quantité de sable est relativement faible, près de 50 d'argile, donc une argile limoneuse, qui est quand même relativement difficile à gérer, étant donné que la matière organique est faible. Donc, c'est des sols qui ont tendance à former des croûtes de battance durant l'été suite à de grandes pluies. Donc, pour évaluer les effets des différents facteurs, on a fait un dispositif en tiroir. Donc, la parcelle principale, c'est la rotation. Donc, depuis 34 ans, cette année, on va cultiver une céréale continue sur les mêmes parcelles. Et on a une céréale cultivée en rotation avec 2 années de plantes fourragères. Donc, c'est une céréale grainée, sous-ensemencée, avec un mélange de trèfle rouge, une légumineuse, et le dactyle, qui est une graminée. En sous-parcelle, on a le travail du sol, donc le charrue versus le chisel qui est une pratique réduite. Et enfin, on va évaluer la fertilisation, donc la fertilisation minérale versus une fertilisation organique, qui est du lisier de bovin, qu'on applique à 50 mètres cubes
au printemps dans la céréale et qu'on met 80 mètres cubes dans les plantes fourragères, soit 50 mètres cubes au printemps et 30 mètres cubes après la première coupe. Au niveau des plantes fourragères, on a une régie de 2 à 3 coupes par année selon les années. Donc, ici, c'est une vue aérienne du dispositif de cet automne. Donc, c'est après les travaux de sol. Donc, les parcelles ont été labourées ou de chisel. Puis, on voit encore les parcelles qui sont vertes. Dans le fond, c'est les premières années de production de fourrage. Donc, on a labouré les parcelles en céréales continues et les plantes fourragères qui étaient en deuxième année de production. Donc, ça représente à peu près 1,6 hectare de parcelles. Les parcelles ont 5 mètres par 10 mètres. Donc, on utilise des gros équipements pour effectuer nos travaux. Bon, je vous ai fait des choses. Ici, c'est la quantité d'éléments nutritifs apportés par le lisier. On a 2 phases, phase 1, phase 2, parce qu'on a changé de fournisseur entre-temps. Donc, on voit que les quantités d'azote appliquées totales varient beaucoup dans chaque phase. Donc, en moyenne, dans la phase 1, 87, mais ça varie entre 72 et 121. On se rappelle qu'on applique 50 mètres cubes et non pas en fonction de l'analyse ou des quantités d'azote qu'on voulait apporter. Ce n'est pas de ma faute. Le dispositif, quand je suis arrivé, c'était comme ça. Donc, on gère de cette façon depuis. Et dans la phase 2, on voit que les quantités d'azote sont plus élevées, en moyenne 119, et ça varie entre 75 et 153. Pour le phosphore, il y a moins d'écart, donc 20 kg à l'hectare d'azote de P appliqué dans la phase 1 et 17 pour la phase 2. Potassium, les quantités sont plus élevées, 94 en moyenne pour la phase 1 et pour la phase 2, 132. Puis évidemment, pour les fourrages, on appliquait 80 mètres cubes, fait qu'évidemment, les quantités d'azote de P et de K sont plus élevées. Donc, pour appliquer le lisier dans les parcelles, on a un petit épandeur fait maison. Donc, on applique le lisier dans chacune des parcelles. Donc, ça épand à peu près sur 1,5 m de large, donc 3 passages par parcelle. On va juste retourner en arrière. C'est l'étudiante qui, elle, s'assure de bien déboucher les trous. Fait que c'est l'initiation là, au mois de mai. Première job, c'est là qu'on se fait aimer. Donc, il aime ça dans le fond. C'est une nouvelle expérience à la ferme. Et au niveau des engrais minéraux, évidemment, on applique selon les recommandations. Donc, pour l'orge, 70 unités d'azote. Et pour les plantes fourragères, l'azote est fractionné pour donner 140 unités d'azote au total. Donc, les plantes fourragères sont récoltées avec une petite fourragère, donc 3 fois par année. Et au niveau des céréales, on utilise une petite batteuse à parcelles, où est-ce qu'on récolte le grain, où est-ce qu'on mesure le grain et la paille, mais la paille est retournée dans les parcelles. Et évidemment, à l'automne, on procède à la campagne d'échantillonnage des sols. Donc, on échantillonne les sols jusqu'à 90 cm et on fait également d'autres échantillonnages pour mesurer la biomasse microbienne, mais également la stabilité des agrégats, la masse volumique apparente. Ça, on ne le fait pas toutes les années, là, mais à peu près aux 5 ans. Enfin, ici, c'est les premiers résultats. Donc, les rendements en grains d'orge. Le graphique, c'est les rendements en grains en kilogrammes à l'hectare en fonction des années, donc de 90 à 2023. Donc, on voit, c'est l'interaction année, rotation, travail du sol. Donc, il y a un gros brouillard de points. Mais finalement, on peut résumer assez facilement les données. C'est qu'on regarde le M, ça veut dire monoculture, CP, c'est chisel, et le MP, c'est labour. Donc, les points ronds. Dans le fond, eux autres se retrouvent dans le bas du graphique, donc les rendements les plus faibles en moyenne. Donc, si on regarde, 13 des rendements ont été plus élevés avec la rotation qu'avec la monoculture de 90 à 99. Et à partir de 2000 jusqu'à 2023, les rendements ont été plus élevés de 37 avec l'orge cultivée en rotation. Donc, on a parlé tantôt des arrière-effets. Donc, on voit ici vraiment les arrière-effets de la céréale cultivée en rotation avec 2 années de plantes fourragères. Si on regarde au niveau du travail du sol, donc on voit que les rendements étaient plus faibles de 14 Ils étaient plus élevés de 14 avec le labour comparativement au chisel, mais par la suite, les rendements ont été comparables là, avec les pratiques réduites versus conventionnelles. Donc, ça confirme les résultats obtenus dans l'Est, qu'il y a une certaine période de transition et par la suite, les rendements deviennent similaires. Si on regarde maintenant les rendements en grains selon la fertilisation,
Donc, ici, on note que la fertilisation minérale a permis d'avoir des rendements légèrement supérieurs à la fertilisation organique. Donc, on a sous-fertilisé un peu notre production d'orge lorsqu'on appliquait uniquement du lisier. Au niveau des plantes fourragères, ici, on a les premières années F1 et deuxième année de production de plantes fourragères en fonction des travaux de sol. Évidemment, les sols ne sont pas travaillés lorsqu'on est en production de plantes fourragères, donc l'effet n'est pas significatif. Donc, les rendements sont comparables avec les différents types de travaux. Et si on regarde au niveau de la fertilisation organique versus minérale, et on a ici quelque chose quand même assez intéressant, c'est que de 90 à 99, les rendements étaient similaires, mais à partir de 2000, les rendements étaient 27 plus élevés avec le lisier de bovin comparativement à la fertilisation minérale. Donc, ici, il y a comme la combinaison du lisier qui apporte du carbone, plus la rotation, dans le fond. Donc, il y a plus de nutriments dans le système. Ici, c'est l'approche comptable, mais quand même, j'ai été poli. C'est une estimation du recouvrement relatif. Donc, on se laisse de la place. Ici, on regarde pour l'orge. Il va y avoir différents tableaux qui sont à peu près tout le temps les mêmes. En haut, monoculture, le M, R, rotation, CP chisel versus MP labour, et fertilisation minérale et LDM pour le lisier de bovin. Donc, ici, c'est pour les 20 premières années. Je n'ai pas eu le temps de comptabiliser les 10 dernières. Donc, on a le total prélevé par la culture, 1493 kg d'azote prélevé par la culture. L'azote total appliqué par les engrais minéraux, 1400 kg. On a fait le même exercice pour la fertilisation organique. Les prélèvements sont plus faibles, 1385. La quantité d'azote totale, de 2058 kg. Et on a fait le même exercice pour, évidemment, la monoculture. Les prélèvements avec le labour sont plus élevés. On voyait que les rendements étaient plus élevés avec le labour, 1707 versus 1378 pour la fertilisation organique. Ça nous a permis quand même d'estimer, on voit qu'on a prélevé plus d'azote qu'on a appliqué. On peut penser que le sol a fourni 93 kg. Quand même, Martin nous a expliqué bien des affaires tantôt, mais c'est comme une espèce de photo qu'on a pris. Puis on voit que notre efficacité relative de recouvrement de l'azote organique provenant du lisier était de 63 % avec la fertilisation organique et pour le labour de 57 %. On fait le même exercice pour la culture en rotation. Évidemment, les quantités d'azote appliquées, 1400, c'est similaire avec la monoculture. Les quantités d'azote provenant du lisier sont les mêmes. On voit que les prélèvements sont supérieurs étant donné que les rendements étaient supérieurs. La contribution du sol et des fourrages peut être estimée à 461 kg d'azote, mais on sait qu'il y a 93 qui proviennent du sol, donc le fourrage a contribué à apporter 368 kg d'azote à la culture. Et on voit qu'avec le labour, la quantité apportée est supérieure, 480, mais les fourrages, seulement 273, parce que le labour avait favorisé une plus grande quantité d'azote disponible, 207. Donc, le recouvrement relatif est aux alentours de 68 % au niveau de la fertilisation organique. Même calcul ici au niveau du phosphore. On va aller un peu plus rapidement. On s'aperçoit que les quantités de P appliquées ont été supérieures au P prélevé. Donc, une quantité de phosphore qui s'est accumulée dans le sol. Donc, 78, 57 au niveau de la monoculture. Ce qui fait que le recouvrement relatif du P minéral est de 78 ou 84 % avec la fertilisation minérale et pour la fertilisation organique de 67. Si on tombe dans la culture en rotation, on voit que l'efficacité relative est plus élevée. Similaire pour la fertilisation minérale, 78-84, mais pour la fertilisation organique, on tombe en moyenne à peu près à 75 %. Donc, une meilleure efficacité du système pour prélever les éléments nutritifs. Pour le potassium, même exercice, on voit que le K appliqué a été inférieur au K prélevé. Donc, le sol a contribué à fournir du K à la culture. On voit que la quantité de K a été plus élevée
de 87 pour le labour, mais la quantité de cas appliqués provenant du lisier est quand même relativement faible. On a apporté beaucoup de potassium et le recouvrement relatif est en bas de 50 %. Mais quand on va au système en rotation, l'efficacité augmente à peu près à 53 %, donc une meilleure efficacité de prélèvement. Même exercice au niveau des fourrages. Évidemment, les quantités d'azote prélevées sont plus élevées, 2561, parce qu'on a évidemment 3 coupes. La quantité d'azote appliquée est plus élevée parce qu'on appliquait 140 kg à l'hectare annuellement, donc pour un total de 2350. Ici, on n'est pas capable d'identifier la provenance de l'azote de 211 kg. Il provient du sol, plantes, des racines des plantes fourragères, donc on ne sait pas trop. Mais on a quand même un recouvrement de l'azote organique de 83 % avec le lisier. Quand même, on a un bon système là, qui prélève efficacement l'azote du sol, ou en tout cas du lisier. Et la même chose au niveau de la deuxième année de production, donc un recouvrement de 83 %. Pour le phosphore, encore, la quantité de P appliquée était plus élevée que les prélèvements. Donc, le sol accumulé 39 kg, 34, tout dépendant des systèmes, avec un recouvrement relatif de 90 % pour les engrais minéraux et de 58-59 % avec la fertilisation organique. Si on va dans la deuxième année de production, c'est un peu plus élevé, mais des prélèvements d'efficacité relative comparables. Pour le potassium, donc la quantité de potassium appliqué a été plus faible que le cas prélevé. Donc, une fourniture du sol et ou de la plante fourragère de 1380 kg. Et au niveau de la fertilisation organique, pour la première année de production, un recouvrement de 68 % et la deuxième année de production de 72 %. Si on regarde au niveau des propriétés physico-chimiques du sol, ici on a le pH du sol dans la couche 0,15. L'effet de la fertilisation, soit minérale versus organique, on voit que le pH du sol est plus élevé avec la fertilisation organique. Donc, le lisier a tendance à moins acidifier le pH du sol, tandis que les engrais minéraux ont tendance à acidifier lentement mais sûrement le sol. Au niveau du phosphore, ici pour la couche 0,15 cm, donc c'est du P-1003, on voit qu'avec la fertilisation minérale, la quantité de P est plus élevée qu'avec la fertilisation organique. On se rappelle que nos approches bilan suggéraient une accumulation de P, mais ici, le P-1003 estime uniquement le P minéral. Donc, on peut penser que le P organique joue un rôle important dans la nutrition de la plante. Donc, on ne voit pas nécessairement d'accumulation de phosphore dans le profil, mais on n'a pas mesuré le P organique. Et si on regarde dans la couche 15-30 cm, ici, c'est au niveau des travaux de sol. Donc, on voit qu'avec le labour, la quantité de P biodisponible est plus élevée qu'avec le chisel. Dans le fond, c'est juste l'effet d'incorporation du labour qui a apporté du phosphore dans la couche 15-30 cm. Au niveau du potassium, ici encore du potassium extra-3, avec la fertilisation organique, la quantité de potassium augmente significativement dans le temps. Donc, une accumulation, comme le laissait suggérer notre approche comptable, et est plus élevée qu'avec la fertilisation minérale. Au niveau de la couche 0,15, encore pour le potassium, encore l'effet du travail du sol. Donc, avec le chisel, la quantité est plus importante en surface comparativement au labour, qui, lui, est incorporé aussi en profondeur. Donc, confirme quand même que ce que la littérature mentionne. Au niveau du carbone, ici encore un beau nuage de points, mais il y a vraiment la ligne CC, céréales en continu. On voit que le carbone du sol est nettement inférieur aux autres pratiques, soit la culture d'orge grainée ou en production de fourrage. Et on voit que la teneur en carbone du sol tend à diminuer avec la céréale en continu depuis 30 ans, tandis dès qu'on introduit la plante fourragère dans le système, bien, dans le fond, le carbone se maintient et a même tendance à s'accumuler. Donc, en conclusion, sous les conditions climatiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le fond, c'est vraiment propre à notre climat, à nos types de sols. On a noté une diminution des rendements d'engrais lors des 10 premières années de 14 %.
avec les pratiques réduites. Par la suite, les rendements sont comparables. Évidemment, le labour a semblé favoriser une minéralisation plus importante, qui a fourni une quantité d'azote plus grande à la céréale cultivée sous labour. Les rendements en grains ont été plus élevés lorsque l'orge était cultivée en rotation de 13 et 37 %, tout dépendant des phases. Les rendements en plantes fourragères peu affectés par les travaux de sol, plus élevés avec la fertilisation organique que minérale, donc des apports en azote et carbone plus élevés, une meilleure structure. Donc, les travaux de Bissonnette et al. En 2001 avaient indiqué que dès qu'on introduisait le lisier et la rotation, la structure du sol était meilleure et une plus grande activité microbienne. Évidemment, avec l'utilisation de la fertilisation organique, il y a des risques d'accumulation de P et de K, mais le P. Mellistrois suggère qu'il ne se passe rien au niveau du P extrait. Et on a vu les impacts là, sur les différentes propriétés physico-chimiques du sol. Je tiens à remercier tout le personnel de la ferme de recherche d'Agriculture Canada qui a participé au projet, à tous les étudiants, qu'on a vus certains au début, ainsi que tous les collaborateurs qui ont participé à ce projet. Merci beaucoup.